Nous allons passer maintenant au temps de la table ronde. Et cette table ronde, je vous l'ai dit tout à l'heure, va réunir plusieurs intervenants. D'abord, nous aurons Luc Besançon. Luc Besançon est délégué général de l'AFIPA. L'AFIPA, c'est l'association des industriels du médicament que l'on appelait avant OTC et qui s'appelle l'Association pour une automédication responsable. Et Luc va nous parler à partir de l'enquête patient des résultats qu'ils ont obtenus. Et je pense que ce sera intéressant de le voir. Et après, je vous dirai quels sont les intervenants qui seront à discuter sur une table ronde et vous pourrez là aussi intervenir. Luc, je te passe la parole. Merci Marie, c'est un plaisir de vous présenter. Alors quelques diapositives, ne vous inquiétez pas, j'espère que ça marchera aussi. Oui. Ces diapositives. Même pour nous. Exactement, mais sinon c'est pas grave. Le point le plus important pour moi, c'est déjà de rappeler un tout petit peu. Donc c'est la prochaine diapositive, vraiment sur qu'est-ce qu'on entend par automédication. Et finalement, on peut voir vraiment trois types d'automédication. Ce que j'appelle déjà une utilisation de médicaments encadrés et sécurisés, c'est une utilisation qui se base uniquement sur des médicaments de PMF, qui sont par définition validés par la NSM pour une utilisation sans une ordonnance, avec dans tous les cas, et c'est là sans doute une force aussi de la France, une accessibilité uniquement en pharmacie, donc toujours avec le conseil du pharmacien, et puis deux modalités. Le parcours de soins officinal, c'est assez simple, c'est un patient qui vient en pharmacie en disant, ben voilà, j'ai un problème, j'ai un mal de tête ou une douleur, j'ai un rhume, quelles sont les solutions que vous pouvez me proposer? Et c'est ce que Éric Bazillac avait souligné, c'est vrai que c'est un des points importants d'entrée. Et puis le deuxième élément, c'est au-delà de cette utilisation, ce que je dirais immédiate, c'est aussi le recours à des médicaments de prescription médicale facultative qui ont été achetés en amont d'un besoin et qui sont stockés, disposés dans l'armoire à pharmacie. Et cette automédication qu'on veut responsable, bien évidemment, elle est basée sur la littératie en santé des patients, c'est-à-dire leur capacité, leur connaissance, leurs compétences à pouvoir prendre en main leur santé au quotidien. Et cette littératie en santé, elle se bâtit à la fois à travers l'éducation qu'ils ont pu avoir à l'école et ailleurs, mais aussi à travers leurs interactions avec l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit le pharmacien, bien évidemment le médecin généraliste et spécialiste, bien évidemment les infirmiers et tous les autres professionnels de santé, et puis aussi, ne nous les oublions pas, les associations de patients qui aussi contribuent fortement à améliorer la littératie en santé. Et puis, par rapport à l'opposé, je dirais, de cette automédication, on a plutôt ce qu'on peut parler d'un mésusage. Et ce mésusage, c'est ce qu'on peut plutôt faire, ce qu'on peut plutôt décrire comme finalement le recours à des restes médicamenteux précédemment prescrits, donc plutôt des médicaments de prescription médicale obligatoire qui restent à la maison et qui un jour, soit de sa propre initiative, soit sur le conseil de son voisin par exemple, on va se dire ben tiens, ça a marché la dernière fois pour un problème que j'avais, je vais réessayer avec celui-là sans un avis médical. Et donc c'est vraiment pour nous un élément qui relève d'un mésusage et sur lesquels on estime que c'est bien évidemment une automédication qui n'est pas pertinente et qu'il convient de décourager. Alors, le deuxième élément, c'est la deuxième diapositive, c'est on voulait replacer un petit peu l'automédication dans le parcours de soins, le parcours de santé du patient. Et c'est vrai qu'en 2019, avec OpinionWay, on avait fait sur 12 pathologies un petit peu quel est en l'état des patients, quels sont leurs parcours actuellement. Donc, c'est pour vous donner un titre d'exemple, c'est lorsqu'un patient a une acidité gastrique ou des remontées acides, quelles sont ses actions. Et donc, en première action, on a 12% de patients qui vont rien faire, 5% qui vont être basés sur des conseils de l'entourage, on a 9% de patients qui vont utiliser des médicaments issus d'une prescription précédente. Donc là, c'est ce qu'on pourrait parler de l'automédication mésusage. Et puis, dans 34% des cas, ils vont soit s'adresser à un parcours de soins entrer dans un parcours de soins officinal, soit avoir recours à des automédications par des médicaments de prescription médicale facultative. Et puis, presque à même niveau, on a 38% des médecins généralistes. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça ne s'arrête pas là. Puisqu'en fait, si on regarde un petit peu plus loin, si on utilise une automédication responsable ou un parcours de soins officinal, on a dans presque 63% des cas une disparition des symptômes et en cas de persistance, finalement un renvoi, une orientation vers un médecin généraliste.
Et donc, c'est aussi dans ce processus-là de dire on est sur un cadre qui peut être une intégration réelle de cette pratique dans un cadre d'un parcours de soins. On a démontré ces éléments. Et donc, la prochaine diapositive, ça a été plutôt sur finalement quelques chiffres clés sur quelle est la place de l'automédication et des parcours de soins officinales dans le parcours santé d'un patient. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que en 2019, en moyenne, un Français expérimente ou a presque un peu plus que 3 mots du quotidien par année, pour lesquels les médicaments de prescription médicale facultative, qu'ils soient utilisés à travers un parcours de soins officinal ou à travers une automédication, peuvent apporter une vraie solution. Le deuxième élément, c'est que finalement, on voit que c'est une activité, une utilisation, un recours à ces médicaments de prescription médicale facultative assez courant. 80% des Français, au moins, utilisent un produit chaque année. Pour eux, le rôle clé de conseil du pharmacien est très important puisqu'il l'associe à près de 84% à cette automédication responsable. Ce qu'on a aussi vu, c'est une évolution, c'est-à-dire avec la crise sanitaire qu'on a vécue, on a vu qu'un certain nombre de patients ont davantage privilégié la visite en pharmacie par rapport à la visite chez le médecin généraliste pour les pathologies, les maux du quotidien. Aussi parfois pour des raisons de responsabilité face à une difficulté d'accès du médecin pour ces pathologies du quotidien. Et puis une attente aussi forte, c'est que finalement, à la fois côté patient, mais aussi côté pharmacien, il souhaiterait qu'il y ait une possibilité plus importante de pouvoir renforcer le parcours de soins officinal. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, malgré tous ces éléments, on voit que le rôle clé de ce parcours de soins officinal et de l'automédication est généralement la grande oubliée de toutes les politiques sanitaires et d'organisation des soins, alors même qu'ils sont utilisés à près de 80% des cas par les Français, au moins une fois dans l'année. Et donc, la dernière diapositive qui va apparaître à l'écran, c'est finalement quelles sont la perspective qu'au sein de la FIPA, donc qui regroupe 29 laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent notamment des médicaments disponibles sans ordonnance, on a. Alors clairement pour nous, le parcours de soins officinal, on y travaille depuis de nombreuses années. Pour nous, on imagine un parcours qui est formalisé et promu, par exemple aussi à travers les pouvoirs publics. En tout cas, nous, à la rentrée, on va s'engager avec nos associations de pharmaciens sur ces sujets-là. Structurer si besoin avec des arbres décisionnels, notamment peut-être si de nouvelles molécules sont délistées, ce qui permettrait d'assurer une meilleure qualité de la dispensation. On l'a déjà fait sur les vasoconstricteurs par voie orale, par exemple. Et puis, une inscription systématique au dossier électronique du patient, que ce soit à travers le DP ou le DMP. Là, je rejoins tout à fait nos amis patients, puisque ça permet d'avoir à la fois un accès à cette information auprès du patient, mais aussi auprès de son médecin généraliste et in fine, faciliter la coordination des soins, ce qui est un élément important. Le deuxième élément, c'est vrai qu'on a vu que depuis les 12 derniers mois, finalement, les pouvoirs publics ont fortement investi sur l'éducation des patients autour des gestes barrières. On pourrait imaginer que cet effort se continue sur l'éducation des patients, notamment pour promouvoir le bon usage des médicaments, avec l'intégration et l'activité, un effort coordonné de l'ensemble des parties prenantes, pharmaciens, médecins, infirmiers, patients et bien évidemment pouvoirs publics. Et d'autant plus que on voit que des nouvelles générations, notamment les moins de 35 ans, ont une attente beaucoup plus forte en termes d'autonomisation de leur santé. Ils veulent prendre un rôle beaucoup plus actif dans la gestion de leur santé au quotidien et ils veulent aussi disposer de solutions de santé facilement accessibles. Et c'est un petit peu dans ce sens-là où on doit concilier un bon usage de l'automédication qui, j'imagine, est soutenu par tous les intervenants et en même temps répondre à des enjeux de société et du système de santé actuel et futur en essayant d'avoir autant que possible une coordination des différents acteurs qui sont impliqués dans ces soins, patients, professionnels de santé, pouvoirs publics et autres. Voilà Marie, quelques éléments de réflexion personnelle au sein de la FIPA sur le parcours de soins, l'automédication et quelques chiffres clés que je voulais vous présenter. Merci beaucoup Luc. Merci et nous allons avoir maintenant 4 professionnels qui vont réagir à la fois
le thème de notre colloque du bon usage de l'automédication, mais aussi par rapport aux projets innovants qu'on vous a présentés et sur ce que tu viens de nous dire, Luc. Ces 4 professionnels de santé, bien sûr, sont ceux de proximité, c'est-à-dire d'abord le pharmacien Philippe Bessé, qui est président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Ensuite, Patrick Chamboredon, qui lui, infirmier et président de l'ordre des infirmiers, de l'ordre national des infirmiers. Bertrand de Maury, qui est médecin généraliste et je crois président de la CSMF des Hauts-de-France, c'est ça, Bertrand? Oui. Et ensuite, le président de Vidal, oui, que tout le monde connaît, Vincent Bouvier, qui est donc lui aussi qui viendra réagir, puisqu'il a effectivement une bonne connaissance de tout ce qui se passe sur le médicament. Donc, on va procéder dans l'ordre que j'ai donné ici. Philippe, est-ce que tu peux nous dire ta réaction? On a vu que Luc nous parlait de situations dans lesquelles effectivement le pharmacien intervenait. Est-ce que toi tu peux réagir à ces situations concrètes donc? Oui, Luc a très bien posé les cas d'intervention du pharmacien. On va peut-être les prendre les uns après les autres et voir où ça nous mène. Le pharmacien, il est là pour accompagner le patient ou peut-être l'usager, puisque dans le cadre de l'armoire à pharmacie, qui est le premier cas, on voit que c'est quelqu'un qui vient à l'officine pour prendre des médicaments au cas où et le placer dans son armoire à pharmacie. Donc, dans ces au cas où, on a plusieurs cadres plusieurs cas de médicaments, et notamment les médicaments de la fièvre et de la douleur qui sont généralement au premier plan, mais il y a des médicaments qu'on peut prendre. Là, actuellement, vous voyez, pour les piqûres d'insectes, en cas d'allergie, qui sont également dans l'armoire à pharmacie. Donc ça, ce rôle d'accompagnement du pharmacien dans les médicaments de prescription médicale facultative de l'armoire à pharmacie, il est important. Et on le positionne comme ça, dans un rôle d'accompagnement. Et ce qu'a dit Luc est très important, c'est-à-dire que dans cette armoire à pharmacie, il y a bien d'autres choses, et notamment des restes de prescriptions antérieures d'antibiotiques qu'il faut évidemment ramener. Et donc ça, c'est le process Cyclamed. Et donc ça, c'est l'action du pharmacien qui, dans la récupération des médicaments non utilisés qui doit être mis en avant. Donc, le parcours Cyclamed doit être expliqué. Et il ne doit pas rester dans les armoires à pharmacie de médicaments de pathologies aiguës qui ont été utilisés pour une pathologie spécifique à un moment donné sur prescription médicale. Et bien sûr, il y a tous les médicaments chroniques qui doivent être utilisés uniquement par la personne à qui elle est issue. Donc, gestion de l'armoire à pharmacie, il faut qu'on y travaille. Et ça, c'est un soin peut-être coordonné. Je vais laisser à Patrick le soin d'en parler, mais c'est un soin particulier, notamment avec le professionnel du domicile qui est l'infirmier. Quand il y a un infirmier, parce qu'il n'y a pas toujours d'infirmier chez les patients. Quand il y a, c'est peut-être son. Le deuxième cas, c'est clairement le patient qui vient et qui a diagnostiqué sa pathologie. Il sait ce qu'il a et il vient chercher son médicament. Le pharmacien, il a un double rôle. Un rôle de gardien, qui est le rôle historique, mais qui est fondé sur la réglementation et sur la connaissance qu'il a, au-delà de la réglementation, du rapport bénéfice-risque. Donc, ce rapport bénéfice-risque, il a été évalué par des autorités de santé, il est sans cesse réévalué. Le pharmacien connaît ce rapport bénéfice-risque et donc ne pourra donner au patient que des médicaments de prescription médicale facultative. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être connu. Il y a des cas où le pharmacien peut renouveler des traitements en dehors de la prescription médicale facultative, la fameuse liste 2 des médicaments. Et ce cas-là, où avec le patient qui connaît sa pathologie, là encore, il y a un très fort rôle du pharmacien d'accompagnement sur le rapport bénéfice-risque des médicaments que prend le patient qui a pris sa propre décision. Le troisième élément est celui qui
qui nous arrive quand même de plus en plus fréquemment, parce que le pharmacien a la porte ouverte par rapport aux gens. C'est la proximité, c'est le lieu des soins non programmés, c'est le lieu où il n'y a pas de rendez-vous. Donc c'est le patient qui vient décrire son symptôme, qui vient sans avoir fait de diagnostic, simplement décrire ce qu'il a et demander au pharmacien de l'aider. Et donc là, c'est toute l'aventure qui nous occupe, qui doit être en coordination des soins avec les prescripteurs, les travaux qui sont menés actuellement avec nos amis du LEM sur les parcours et sur les protocoles, parce que il y a de l'orientation d'abord à faire pour voir est-ce que c'est dans le champ du pharmacien de répondre en conseillant un médicament à la personne, ou bien est-ce que c'est au-delà du médicament et où il faut avoir un diagnostic. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, le boulot le plus complexe. La personne attend une réponse immédiate à sa problématique, le plus souvent, et il faut bien le dire, compte tenu de l'arsenal thérapeutique qui est à notre disposition actuellement et compte tenu des règles de plus en plus strictes qui sont imposées à cause de ce fameux rapport bénéfice-risque dont je parlais et qui provoquent quelques accidents qui parfois dramatiques, ou des mésusages dramatiques. On pense à la codéine chez les jeunes, on pense à d'autres relistages qui ont eu lieu il y a quelque temps. Donc là, c'est le rôle le plus important et c'est tout l'enjeu de notre débat et de nos travaux. Un mot sur le pharmacien correspondant. Il a fait couler un peu d'encre ces temps-ci parce que c'est un projet qui est ressorti. Pour nous, le pharmacien correspondant, ce n'est pas du tout dans le cadre d'automédication dont il est question. Le pharmacien correspondant, c'est le médecin qui décide de déléguer parce qu'il est lointain, parce qu'il est éloigné, parce que c'est comme ça avec le patient, ils ont décidé de fonctionner. Et donc, c'est bien une délégation. Il doit l'inscrire spécifiquement sur l'ordonnance. Et c'est un acte qui est donc délégué, accepté par le pharmacien pour les patients chroniques, et donc qui n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Moi, ce que je dis du pharmacien correspondant, c'est qu'il est quand même porteur d'avenir. Je vais terminer là-dessus, parce que pour la première fois, il crée un lien de choix entre le patient et son pharmacien. C'est-à-dire que le patient choisit son pharmacien, qui désormais, pour l'équipe de soins, pour le système hospitalier et pour d'autres actions, sera son correspondant et donc celui que le patient a choisi pour l'accompagner. Donc, pour répondre à la première problématique qui était la gestion de l'armoire à pharmacie, on peut estimer qu'un des rôles d'avenir de ce pharmacien choisi par le patient sera autour du bon usage de cette armoire à pharmacie. Donc, je vois plus le pharmacien correspondant dans l'avenir dans d'autres missions que celle qui a été décrite par la presse, qui est en fait une délégation pour les pathologies chroniques. Donc, on m'avait demandé de parler de ça, j'en parle. Je pense que c'est un projet d'avenir, le pharmacien correspondant, dans le cadre du bon usage du médicament, dans le strict rôle du pharmacien, et que la fonction actuelle de pharmacien correspondant n'est pas en rapport avec le sujet du jour. Philippe, merci. Moi, j'ajouterais même que le pharmacien correspondant, c'est la base d'une équipe de soins primaires. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre entre le médecin, l'infirmier et le pharmacien d'avoir des protocoles à respecter les uns et les autres et de s'informer aussi sur les pathologies chroniques. Patrick Chamboredon, est-ce que vous pouvez compléter à partir effectivement du rôle de l'infirmier, qui est important aussi dans le bon usage du médicament, et nous dire ce que vous avez par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure? Donc je dis que je vous remercie d'intervenir et que effectivement le sujet du bon usage du médicament, pour moi, j'avais reçu les promoteurs de l'association. Je suis le seul ordre présent là aujourd'hui et donc je trouve que c'est important
parce que c'est un vrai problème de santé publique, à la fois pour les infirmiers, pour les médecins, pour les pharmaciens, enfin pour toutes les professions ordonnées, organisées en ordre, et tout ce qu'on voit, enfin moi, ce que je retirerai, parce que finalement je le mets en perspective avec la crise Covid, de tout ça, c'est que finalement la technologie c'est intéressant, mais pour les infirmiers qui soignent, prenant en charge des patients plutôt chroniques, plutôt peu mobiles, plutôt en ruralité, c'est assez compliqué et la fracture technologique, pour le coup, joue à plein et ça pose une vraie problématique, et d'autant plus sur des patients qui sont à la recherche de relations humaines au-delà des soins qui leur sont prodigués. Et donc, ça fait vraiment quelque chose qui a sens d'interprofessionnalité et dans le parcours de soins. Donc moi, je ne revendique aucune exclusivité sur les soins. Les infirmiers n'ont pas la volonté à ce jour de vouloir détenir des médicaments, même si quelquefois, pour les vaccins, la question s'est posée et va se poser de plus en plus. Mais on voit bien, tout au moins moi, j'ai regardé beaucoup ce qui avait été publié par Epiphar, la question de la vaccination, puisque je vais rester sur le champ de la santé publique et pas du tout sur un champ de promotion, même si j'ai bien entendu tout ce qui a été dit auparavant, et sur la mort à la pharmacie où les infirmiers, quand ils seront au domicile, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de gens qui, vous l'avez tous dit, qui stockent, qui ont des restes de médicaments et qui finalement se retrouvent avec beaucoup de choses qui ne sont plus forcément, dont on ne sait plus exactement à quoi ça sert et qui seraient prêts à prendre pas n'importe quoi, mais ont besoin d'un accompagnement au plus près d'eux. Alors quelquefois ça peut être le pharmacien, très bien. Ça peut être aussi le médecin, ça peut être aussi l'infirmier. Je pense que les infirmiers, du fait de leur proximité, du nombre que nous sommes, 700 000 répartis sur le territoire, et parce qu'il y a une contrainte démographique initiée par la Caisse nationale d'assurance maladie, sont vraiment les professionnels qui peuvent accompagner ces patients au plus près et voir effectivement à la fois les médicaments qui sont détenus, mais aussi les dates de péremption et l'évacuation éventuellement au travers le système qu'a décrit Philippe. En tout cas, on a pour habitude de retrouver énormément d'armoires à pharmacie qui débordent de médicaments dont on ne sait plus bien depuis quand et ce qu'on peut en faire. Donc tout ça, effectivement, il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble de façon à faire. Mais moi, ce que j'ai noté, et si je prends le problème de santé publique et je prends par le bout de la prévention, sur Epiphar, on voit beaucoup que la problématique des vaccins et donc de la prescription des vaccins et de donner un peu plus de latitude là-dessus a été très compliqué, de même que pour tout ce qui est prévention. Donc on voit bien que tout ça, ça amène un besoin de conseil, de proximité, et donc finalement, on a bien vu la chute du nombre de vaccins, donc on va se retrouver quelque part bientôt assez rapidement avec des chiffres assez affolants qui sont là-dessus sur ces sujets de prévention primaire et secondaire. Et donc moi je pense que les infirmiers, mais les pharmaciens aussi, sont les acteurs de l'éducation thérapeutique de proximité pour les patients, de façon à ce qu'ils puissent justement ne pas abandonner quand il y a des pandémies, des difficultés, pour mettre en œuvre et ne pas perdre ce lien et ne pas arrêter complètement les traitements qui les maintiennent en vie. Donc sur la question de l'armoire à pharmacie, moi je dirais que les infirmiers ont un rôle par leur proximité. Pour ce qui est de l'application, encore une fois, médiateur technologique, oui c'est certain, mais encore une fois, je pense que c'est Philippe qui en a parlé légèrement du pharmacien correspondant. Nous, il y a plusieurs nouveautés qui arrivent aussi, c'est les infirmiers de pratique avancée qui sont à même, et ça sera en lien avec l'ordre des pharmaciens, de prescrire effectivement, et donc d'avoir du renouvellement et d'être plus près des patients, et donc d'avoir un rôle encore plus de proximité et pas en substitution du médecin. Comme Philippe l'a rappelé, c'est pas à la place d'eux ni en substitution d'eux, mais c'est au sein de l'équipe de soins primaires ou de la CPTS. Et puis nous, vous aviez l'article 30 ou l'article 25, et nous, on avait l'article 30 ou l'article 25, je sais plus, dans la loi d'Agnès Buzyn, mais on a aussi maintenant pour les infirmiers la capacité d'adapter et de modifier les traitements qui sont délivrés aux patients chroniques. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel l'ordre va travailler de façon à pouvoir développer l'usage et faire en sorte que justement il n'y ait pas de mésusage, puisque ça a été rappelé en préambule par les différents intervenants que le mésusage fait partie des risques et d'éviter donc pour arriver sur le bon usage du médicament. Donc moi je pense qu'on est tous des professionnels de santé autour de la table, enfin
pour la plupart médecins infirmiers et pharmaciens. Et donc, il faut repositionner, je pense, le médicament comme un produit de soins, comme pas un produit de la vie courante. Il faut pas le banaliser. Philippe l'a bien dit, il y a des risques et des mésusages autour de ça, et que les pharmaciens, par leur proximité, il y a 60 000 pharmacies, je crois, sur le territoire, les 700 000 infirmiers, les poussées du domicile, et sont franchement des acteurs majeurs de l'éducation thérapeutique pour aider et soutenir et conseiller les patients tout au long de leur parcours de soins et leur parcours de santé dans toute l'interprofessionnalité qui s'y est, puisque les parcours sont de plus en plus complexes. Merci beaucoup, Patrick. Merci de toutes ces vérités qui sont vraiment non seulement utiles aux patients, mais aussi utiles à notre colloque. Bertrand, vous avez vu, nous avons choisi de vous faire intervenir en dernier. D'habitude, c'est toujours le médecin qui commence. Et là, comme on devait parler effectivement de automédication responsable, de rôle du patient finalement, parfois sans le médecin, on a préféré vous vraiment faire défiler le tout et puis vous interroger ensuite. Comment vous ressentez-vous par rapport à tout cela et comment vous voyez surtout l'information des uns et des autres? Parce que je crois que le patient il est unique et on a besoin de connaître tout ce qu'il y a autour du patient. Et vous, comment vous le vivez? Alors nous, comment on le vit? D'abord, aujourd'hui, j'ai entendu énormément de choses très positives. Hein. Quand on parle d'autodiagnostic, quand on parle de se libérer de la dépendance du médecin, quand on parle d'exemple d'autonomie, comme l'a dit le représentant de France Association, c'est des choses qui sont pour nous extrêmement positives. Hein. Le fait que le patient s'autonomise et accepte de mieux prendre sa santé, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. L'automédication, c'est un domaine, vous l'avez dit, extrêmement large. Hein. Certains vont même jusqu'à penser que quand un patient incite un médecin à prescrire un médicament, c'est de l'audition. Donc, effectivement, c'est du quotidien dans notre activité. Docteur, est-ce que vous pouvez pas rajouter sur ordonnance? C'est de l'audition un peu guidée, un panier. Donc, elle est très, très large. Mais quand même, cette automédication, elle dépend en partie de la capacité au patient à effectuer un autodiagnostic. Et on l'a dit tout à l'heure, la littératie en santé, elle va être importante. Elle est basée à la fois sur des connaissances, un partage de connaissances, un échange avec des proches, etc. Puis basée sur sa propre expérience. Et chacun, celui qui a déjà eu une colétique, quand la deuxième se produit, il a fait le diagnostic. Ça, c'est vrai pour certaines pathologies. Le problème, c'est pour nous, ce qui nous inquiète essentiellement, c'est dit au début, c'est le mélange. C'est interprété comme bénin un principe actif parce qu'il a soigné une pathologie relativement bénigne. On parlait tout à l'heure de l'angine, le TROD, l'antibiotique, qui devient patient mal de gorge égale prise de la boîte d'antibiotiques. C'est la chose avec une laryngite qui va être soignée chez un enfant, dans laquelle la prescription d'un corticoïde va très rapidement soulager l'enfant. Cette pathologie va être jugée bénigne lorsque l'enfant n'a pas été hospitalisé. Et la fois suivante, en cas de dyspnée, en cas d'essoufflement, c'est la nouvelle prescription de corticoïdes et à passer à côté d'une crise d'asthme sévère. On a tout genre d'exemples, on sait que voilà. Et tout ce que vous m'avez dit sur justement l'accompagnement et l'encadrement de cette automédication me paraît extrêmement positif. Les moyens humains, vous pensez développer avec au sein du parcours pharmaceutique, ça nous paraît important. C'est aussi les outils connectés qui vont aider, c'est évident, ça nous paraît aussi très très important. Les éléments qui nous inquiètent avec l'évolution des systèmes qui sont évoqués, des nouveaux systèmes connectés, je sais bien qu'en France, on a assez peu de recours de patients. Je pense qu'on a assez peu de recours de patients à des bases de données pour aide au diagnostic. Mais apparemment, ce sont des choses qui sont en train de se développer.
Dans le cadre de développement de projets avec on a vu apparaître des projets aussi d'organigrammes basés sur l'intervention d'une intelligence artificielle à détecter des affections sévères et graves et de pouvoir optimiser l'appel à des services d'urgence. J'avoue que dans l'état actuel des connaissances et l'usage que pour faire nos usagers, on s'inquiète du développement de ces outils. Après, savoir si l'automédication était quand même majoritaire en France avant les années 60. Hein. Elle a profondément diminué entre les années 60 à 90 avec le développement de l'offre de l'offre médicale et de l'offre en santé globalement, pour être à partir des années 2000 avec les différentes phases de développement. Que l'automédication en France était voulue et son argument a été voulu par l'État. Et donc, elle a été voulue. Je pense qu'elle n'a pas été suffisamment accompagnée. Les projets que vous nous présentez, dans ce cas, sont nous essentiels. Un accompagnement d'une pratique qui va devenir de plus fréquente. Hein. Quand vous parliez tout à l'heure du médecin traitant, il y a effectivement l'éloignement de celui-ci. Hein. On a maintenant la possibilité éventuellement de faire de la téléconsultation, mais il y a de plus en plus de sont mobiles dans leur activité professionnelle, dans leur activité familiale. On va garder les enfants à 400 km de chez soi, etc. Et le recours habituel au système de santé va être totalement modifié. Alors, pour nous, ce qui est essentiel, c'est que l'automédication, elle puisse être tracée, hein, que, effectivement, vous parliez du partage d'informations, des DMP ou des outils de ce genre. Ça nous paraît essentiel de savoir que le patient a déjà consulté X fois pour cette pathologie à des endroits différents, avec des points de santé différents, avec des pharmacies différentes. Et pour nous, cette information, elle est essentielle. Ce n'est pas du tout la même chose de prendre en charge qui est exprimée par le patient comme une mycose si elle a déjà bénéficié de X traitements en automédication ou automédication accompagnée. Donc, la traçabilité des actes de chacun est essentielle. Un nouvel élément arrive dans le paysage, c'est le système d'accès aux soins, hein, le service d'accès aux soins. Vous savez qu'à partir actuellement, il y a une expérimentation dans 2 départements SAS. Et le SAS, c'est pouvoir répondre aux demandes de soins non programmés, et c'est la garantie d'un accès aux soins partout et à toute heure, l'expression du président de la République. Donc, sont en train de se mettre en place dans ces 22 départements des réponses téléphoniques auxquelles pourront avoir accès à la fois les usagers et éventuellement les professionnels de santé, un pharmacien qui s'interrogera après une demande de traitement d'un usager au sein de son officine sur la gravité d'un symptôme. Et je pense que le SAS pourra être aussi une des réponses et d'un accompagnement qui pourra être collectif dans le cadre de l'amélioration de cette dispensation des médicaments. Et je reviens sur ce qu'avait dit notre organe d'Asso Santé, France Asso Santé, c'est de dire que la réponse à un symptôme ne doit pas être automatiquement un médicament ou un produit et que si on pouvait aboutir avec tout ça à une meilleure réponse, une meilleure adaptation de la réponse pharmaceutique par rapport à la demande de l'usager pour permettre dans un second temps une revalorisation nécessaire du prix du médicament, quand on voit que le prix du médicament, d'après, j'ai pas l'expérience que vous avez, mais un des plus faibles d'Europe, afin de favoriser une recherche pharmaceutique française qui en a, à mon avis, je le pense, hein, vous êtes loin pour le savoir, mais qui en a bien besoin, hein, d'un prix de médicaments qui soit nettement plus correct que celui qui est actuellement accordé à l'industrie pharmaceutique. Voilà.
cette réflexion, elle est bien du même niveau, et c'est vrai que diminuer, puisqu'on l'a dit, le mésusage des médicaments peut engendrer aussi beaucoup de coûts, mais aussi beaucoup d'hospitalisation et autres. On pourrait peut-être adapter autrement. On va faire parler maintenant l'homme de l'information sur le médicament, dont Vincent. Tu as retenu de tout cela. Comment tu vois, toi, justement, pour un patient éclairé qui peut se soigner, comment on peut lui apporter les informations et tout ce qu'il doit connaître en bien et en mal sur nos médicaments? Je ne sais pas si je pourrais répondre complètement à cette question, mais en tout cas, je voudrais juste vous faire partager en quelques minutes, en effet, les questions qui se posent aux acteurs comme nous, qui sont les acteurs de la connaissance médicale, et finalement, comment est-ce qu'on peut essayer de contribuer au bon usage des produits de santé pour les patients, à un moment où on a principalement travaillé finalement sur cette question avec les professionnels. Et pour nous, c'est effectivement un challenge assez nouveau que de proposer des solutions directement pour le patient. Hein. Voilà. Donc, je parlais de l'automédication au sens large. D'abord, partager avec vous une première chose, c'est un constat. Le constat que nous on fait, et je pense que l'ensemble des acteurs de l'industrie de la connaissance médicale font le même, c'est effectivement une très grande appétence des patients pour la question de l'information sur le médicament. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe beaucoup. Nous, chez Vidal, on a fait d'ailleurs récemment une enquête sur ce sujet où on s'est et la réponse, c'est que plus de 50% des répondants cherchent régulièrement de l'information sur la santé et les médicaments. Je pense que je surprendrai personne, mais je voulais le rappeler parce que cette notion est importante parce qu'elle nous donne effectivement des leviers pour pouvoir apporter des réponses. Mais ce qu'elles nous disent aussi finalement notre expérience et nos plateformes, puisque vous savez que nous, modestement, on a aujourd'hui une plateforme d'information sur les médicaments où il y a plus de 4 millions d'utilisateurs uniques tous les mois qui viennent regarder. Donc ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire, une grande appétence, mais aussi en voyant ce qu'ils regardent, on comprend un petit peu leur centre d'intérêt. On comprend en particulier que il y a un vrai besoin de vouloir relier la prise de médicaments chez le patient au contexte de la pathologie. Et ça, c'est un point qui est important. C'est quelque chose qu'on voit aussi tout à fait chez les professionnels. Les médecins sont très demandeurs, et les professionnels de santé au sens large sont très demandeurs de pouvoir repositionner la thérapeutique dans l'ensemble de la prise en charge. Voilà. Et nous pensons, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Besançon de la FIPA, qu'il y a un vrai besoin chez le patient de pouvoir aussi faire ce repositionnement de la prise de traitement dans la pathologie. Et ça, c'est un gros challenge pour nous parce que c'est difficile. C'est difficile et c'est probablement aussi assez coûteux. Voilà, et je le dis ici parce que dans le domaine si vous voulez, de l'information thérapeutique pour le patient, la question du coût est une variable sensible parce que autant les professionnels solvabilisent le marché, autant les patients, pour l'instant, pas du tout. Et donc, c'est une question c'est un point que je pose là. Alors, par ailleurs, nous avons une conviction très forte. C'est celle que tous ces services d'information qu'on pourra apporter aux patients, ils doivent être fondés sur des connaissances qui sont validées par les professionnels, des référentiels qui sont ceux des professionnels. Et on voit là aussi une tendance très forte des patients à vouloir regarder la même information que les professionnels. Voilà. Alors, il faut qu'on fasse un travail pour l'adapter, mais ça, c'est un point aussi qui est très important et qui nous guide dans le développement des services de connaissances que nous faisons et que nous ferons
pour les patients, en particulier donc dans le cadre de l'automédication. Et puis enfin, le dernier point que je voulais souligner ici, c'est qu'il y a une révolution qui s'avance pour travailler sur la question du bon usage avec les patients. C'est celle de la dématérialisation de l'ordonnance. Et en fait, elle est déjà là. Bien sûr, vous avez évoqué tout à l'heure la question de mon espace santé, la question du DMP, mais en fait, en réalité, notamment de la téléconsultation, les patients commencent à disposer de leur prescription sous forme numérique. Alors, je sais que le sujet est un peu plus large que l'automédication, là, quand je dis ça, mais ça, c'est une révolution qui est là. Et c'est celle qui va nous permettre, dès maintenant, comme l'a montré d'ailleurs le beau projet UPSA Exacture, d'apporter des solutions d'ordonnance intelligente pour le patient. D'ordonnance intelligente. On va pouvoir générer de la connaissance par le simple fait que l'ordonnance est structurée, qu'elle est digitale. Elle permet au patient de confronter ses traitements d'automédication à ceux qui sont déjà dans son téléphone, par exemple. Et si vous avez été voir récemment un médecin, je pense que la plupart d'entre vous disposent déjà d'une ordonnance dans leur téléphone, sans même attendre les futurs Mon Espace Santé et DMP. Et ça, c'est absolument majeur, parce que ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui pour les professionnels au moment de la prescription, on peut pratiquement l'apporter aux patients demain matin. Encore une fois, le projet UPSA en a un bel exemple. Et il y en aura beaucoup d'autres. Les éditeurs de logiciels pour les médecins commencent à nous demander, pour leurs applications patients, ce type de service. Voilà, je voulais dire, peut-être pour éclairer un peu le... Ce qui est rassurant, tu viens de le dire, c'est qu'il est très difficile de faire une information un peu moins scientifique pour nos patients. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils veulent la même que les professionnels de santé et que celle-là, on peut la rentabiliser. Bon, on la rentabilisera sûrement par des moyens digitaux aujourd'hui et on arrivera à sortir sans avoir à faire, comme on le faisait avant, je sais pas si c'est de grand public ou quelque chose, des fiches d'adaptation aux patients. Il semble qu'il n'y a pas de questions sur notre table ronde, mais qu'il y en a sur les deux projets innovants. Est-ce que Nathalie, tu peux nous poser ces questions ? Alors, il y a un lien avec les interventions qu'on vient d'avoir, et en particulier, quelqu'un pose la question de l'intérêt de proposer l'application, justement, UPSA Exacture dans le cadre du bouquet Mon Espace Santé. Donc, on rejoint ce que dit Vincent, c'est effectivement le numérique maintenant au service des patients, et c'est vrai que l'arrivée de Mon Espace Santé va probablement changer un certain nombre de choses. L'autre qui est une question qui est arrivée un peu plus haut dans la table ronde, mais qui est la question d'une journaliste de l'APM News et qui demande si la consultation de parcours sera payante à terme. Voilà. Alors, si c'est un objectif ou pas. Je pense que tu ne peux que confirmer, Frédéric, ce qui a été dit sur l'application et son utilisation au bénéfice du patient. Oui, bien sûr, je peux que confirmer. Et effectivement, cette vague du numérique en santé, il faut qu'elle continue à croître. Je pense que dans 10 ans, on dira que c'était les prémices aujourd'hui. Même si on a l'impression d'être inondé de numérique, c'est pas vrai. En fait, l'espace numérique de santé, ça va être, j'espère, le substrat de tout ça. Et bien sûr qu'une application comme M'aide-moi, qu'on fait entre UPSA et Exacture, aura sa place dans cet espace numérique de santé, en bonne intelligence avec tous les acteurs, avec Vidal, avec toute cette formidable impulsion numérique qu'on voit en France, très clairement. Très bien. Eric, est-ce que tu peux répondre sur le parcours de soins officinal ?
répondre à une question qui m'avait été posée et que j'ai zappé sur le timing, sur le calendrier de mise en place du parcours de soins officinal. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le parcours de soins officinal, c'est une initiative et c'est très original en ce sens. Hein, je n'en connais pas d'autres. C'est une initiative de portée nationale importante. Créer un parcours de soins, ça n'est pas rien, qui a été menée jusqu'à présent intégralement par les acteurs de la chaîne du médicament. Hein, donc c'est véritablement une initiative collective. Encore une fois, ça participe complètement de l'état d'esprit de l'ABUM, de l'Association pour le bon usage du médicament. Et donc ce à quoi nous nous sommes attelés jusqu'à présent, c'est à démontrer, à faire la preuve de concept que un tel parcours était tout à fait faisable, le mettre en œuvre, qu'il serait opérationnel et qu'il avait évidemment tout son sens dans cet objectif d'optimisation de la sécurité des patients dans le cadre du recours à l'automédication et en l'occurrence à la médication officinale. Donc ce parcours n'a pas été conçu de prime abord en intégrant des leviers de rémunération. On y a greffé, vous l'avez compris, la possibilité optionnelle, parce que tout ça, on imagine bien que ça procédera d'accord, si ça devait se faire, la possibilité optionnelle de recourir à des assureurs complémentaires, qu'elles soient privées d'ailleurs, ou qu'il s'agisse de mutuelles, pour couvrir la participation des patients, le reste à charge au niveau des médicaments, mais c'est une option que nous avons modélisée du point de vue du modèle économique. Et puis je laisserai peut-être nos amis des syndicats officinaux réagir ensuite sur la rémunération éventuelle du pharmacien dans ces parcours, mais en tant que tel, la preuve de concept que nous avons essayé de poser aujourd'hui, évidemment, ne repose pas sur ces aspects-là de rémunération. Alors, deux mots sur le calendrier de mise en œuvre. Le projet tel que j'ai pu vous le présenter à très grands traits aujourd'hui résulte d'une année de travail collectif. Hein. Et nous avons, au cours de cette année, réalisé la modélisation économique que j'évoquais tout à l'heure. En termes de calendrier, nous pensons que l'année 2021 est l'année au cours de laquelle nous travaillons à la mise en œuvre du projet, et que 2022 sera probablement la perspective calendaire au cours de laquelle ce projet pourrait devenir opérationnel. On a vu qu'un certain nombre de pays ont déjà mis en place des parcours de soins qui ont des modalités un petit peu différentes en termes de prise en charge. Alors, avant de commencer sur une prise en charge, il y a quelques chiffres que je voudrais quand même souligner. La première, c'est que au cours de la Covid, on a vu une augmentation du nombre de demandes de conseils en pharmacie qui s'est pas forcément accompagnée d'une augmentation des ventes, ce qui veut bien dire aussi qu'il n'y a pas une corrélation nette entre nombre de visites et les ventes. Deuxième élément, ce qu'on voit aussi, c'est que c'était une enquête qu'on avait menée il y a quelques années, qui a à peu près 10% des visites en pharmacie qui ne se concluent pas par une vente. Et donc finalement, on a aussi un renvoi vers des professionnels de santé ou des bons conseils qui, là aussi, ne poussent pas à avoir une utilisation irraisonnée des médicaments. Par contre, pour ce qui est de la rémunération, ce qu'on voit, c'est que au niveau international, on a eu quelques exemples où il y a une rémunération qui a été à l'acte. Par contre, comme avait été souligné, je crois, le représentant des patients, on a vu aussi que on commence à avoir d'autres formes de rémunération pour le pharmacien, qui peuvent être par capitation, par exemple, c'est le cas en Écosse ou dans d'autres nations au niveau du monde. Donc c'est vrai que les modalités de rémunération sont très diverses au niveau international lorsqu'il y a une prise en charge par la collectivité publique de ce soutien, et après parfois aussi un certain nombre d'éléments qui favorisent une coordination, un exercice coordonné avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé impliqués dans le soin du patient. Donc c'est des éléments qui peuvent être autant de sources d'inspiration pour la France. Et je laisse peut-être pour ce qui est de la France, Philippe ou Marie, je vous laisse répondre sur votre vision. Oui. Bon, je dis que de toute façon il y a un modèle économique, ça il faut que tout le monde en ait conscience. Donc, soit l'action du professionnel est rémunérée par ses autres actes, c'est-à-dire que c'est une fraction de sa rémunération sur les médicaments sur ordonnance ou sur tout autre acte qui sert à ce que la mission de conseil dans le cadre du parcours de soins ne soit pas
elle-même payante en tant qu'acte, soit il faut qu'on affronte le problème effectivement de cette rémunération. Moi, je suis tout à fait partisan, je l'ai un peu esquissé dans mon propos quand je vous avais parlé du pharmacien correspondant, c'est-à-dire de la capitation, hein, c'est-à-dire du pharmacien qui s'occupe de la médication de la personne qu'il a choisie pour s'en occuper. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne suis pas opposé, au contraire, à ce que ça fasse partie d'un package où le pharmacien s'occupe de ses missions de conseil tout au long de l'année, qu'il y ait ou non des médicaments à prendre. C'est la mission d'orientation, c'est tout ce qui va dans cette voie. Je ne suis pas sûr qu'on trouvera des payeurs, enfin je n'ai jamais été sûr de ça d'ailleurs, chez les assureurs complémentaires pour prendre en charge à l'acte cette mission-là du pharmacien dans le parcours de soins. Je n'ai jamais été convaincu de ça. Donc il faut trouver donc d'autres voies et d'autres moyens. C'est à ça qu'il faut s'atteler, je pense. Pour ma part, je suis comme Philippe, je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres moyens. Jusqu'à présent, dans ce que l'on fait dans le parcours de soins officinal, c'est qu'on envisage, comme c'est le cas dans la prescription du médecin, que le pharmacien soit rémunéré par les actes qui sont liés à la prescription. Hein. Aujourd'hui, on a des honoraires de dispensation qui sont liés soit à l'analyse pharmaceutique, soit à l'âge du patient ou à des médicaments complexes. On pourrait considérer qu'on met en place aussi le même système de rémunération sans parler d'un acte spécifique qui accompagnerait. Voilà, mais je pense que là, on n'en est pas encore à ce détail du PSO et on vous en reparlera un peu plus tard. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Nathalie? Non, il n'y a plus d'autres questions. Non, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons vous remercier. M'excuser encore d'avoir oublié mon ami Jean-Pierre Thierry au début.